Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par le service culturel de l'ambassade de France en Corée en collaboration avec l'Université d'Iwa, que je salue et remercie. Ce webinaire est évidemment organisé dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes et en écho aussi au Forum Génération Égalité, coprésidé par la France et le Mexique. Intitulé « Les inégalités économiques, des inégalités salariales aux inégalités de capital », ce webinaire réunit les sociologues françaises Sybille Golac et Céline Bessières, autrices du livre « Le genre du capital, comment la famille reproduit les inégalités », et Madame Bae Jin-kyung, présidente de la Korean Women Workers Association. Il sera modéré par Madame Lee Jo-hee, professeure de sociologie à l'Université d'Iwa, et Madame Kim Eun-sil, directrice du département de sciences sociales à l'Université d'Iwa, et à laquelle je cède maintenant la parole. Je vous remercie tous chaleureusement et je vous souhaite un très bon webinaire. Merci. Amanda Muriel. Bonjour, Madame Amanda Muriel. Merci pour votre belle présentation. Aujourd'hui, et dans le contexte de la Journée internationale des droits des femmes, on organise ce débat. J'en suis très reconnaissante. Donc, l'Institut français a préparé 2 séances de débat. C'est la première séance aujourd'hui. Donc, notre débat d'aujourd'hui se porte sur les inégalités économiques, des inégalités salariales aux inégalités de capital. Et le 8 mars, nous allons avoir plus de discussions sur les droits de l'homme aussi. Je m'appelle Kim Eun-sil. Je suis directrice du département de sciences sociales à l'Université de Ihwa et aussi modératrice de cette séance. J'espère que ce débat pourra être fructueux pour que les militantes et les chercheuses de la France et de la Corée puissent avoir des discussions croisées sur les enjeux importants. Nous allons avoir 2 présentations et nous allons avoir des séances de débat, y compris moi-même. La première présentation sera faite par Madame Céline Bessières et Sybille Golac, chercheuse française, et la présentation tournera autour le livre coécrit par ces 2 chercheuses, Genre du capital, le genre du capital, comment la famille reproduit les inégalités. Et un chapitre sera surtout présenté et Madame Sybille Golac est sociologue au CNRS. Elle est sociologue donc au sein de l'équipe Culture et Société urbaine du Centre de recherche sociologique et politique de Paris. Et elle a coécrit avec Madame Céline Bessières le genre du capital. Et Madame Céline Bessières est professeure de sociologie à l'Université Paris-Dauphine et membre du laboratoire IRISO. Oui, donc je répète, mais elle a coécrit avec Madame Sybille Golac le genre du capital. Alors, nous allons voir pourquoi les femmes accumulent moins de patrimoine que les hommes. Et la deuxième présentation sera faite par Madame Bae Jin-kyung, présidente de la Korean Women Workers Association, donc sur les inégalités économiques en Corée. Et Madame Lee Jo-hee, professeure de sociologie à l'Université féminine d'Ihwa, va modérer une séance de discussion. Elle est experte dans l'égalité de genre et ses recherches portent notamment sur les relations patron-syndicat, la théorie des classes sociales et le travail des femmes. Nous allons alors
écouter la première présentation par Madame Céline Dessière et par Madame Sybille Golac, s'il vous plaît. Bonjour, merci beaucoup de cette invitation. Sybille Golac et moi-même sommes très honorés d'être parmi vous aujourd'hui et de vous présenter nos travaux et de discuter avec vous de ce travail. Alors, Sybille et moi, nous travaillons depuis plus de 20 ans sur les relations économiques dans la famille. En France, l'inégalité salariale entre les hommes et les femmes est très documentée depuis plusieurs décennies. Et malgré la présence de nombreuses lois, l'inégalité de salaire entre les hommes et les femmes se maintient, même si elle se résorbe un petit peu. Mais si on prend tous les hommes et toutes les femmes en France et qu'on regarde l'inégalité de revenus, cette inégalité est de 25%. Si on prend maintenant l'inégalité de revenus des hommes et des femmes qui vivent en couple, l'inégalité est de 42%. L'inégalité de revenus est de 42%. Donc, ça signifie que un des enjeux très importants des inégalités économiques se joue dans la famille et pas seulement dans le monde du travail. Avec Sybille, nous travaillons depuis plus de 20 ans sur les relations économiques dans la famille. Nous avons travaillé d'abord sur les transmissions d'entreprises familiales et aussi sur les stratégies familiales immobilières. Et puis, nous avons ensuite poursuivi nos recherches dans des cadres collectifs sur les séparations conjugales et leur implication patrimoniale. C'est une particularité de notre travail. Nous ne nous intéressons pas seulement à l'inégalité économique de revenus, mais aussi à l'inégalité économique patrimoniale, le gender wealth gap, c'est-à-dire le stock qu'accumulent les hommes et les femmes tout au cours de leur vie. Nous avons accumulé des matériaux auprès des familles, mais aussi auprès des professionnels du droit. Nous avons travaillé dans les cabinets d'avocats, les études notariales et les tribunaux. Et nous avons aussi construit et exploité différentes enquêtes statistiques, les enquêtes de l'INSEE, qui est l'Institut national de statistique en France, et constitué nous-mêmes une base de données originale constituée à partir de 4000 dossiers judiciaires. Nous travaillons plus spécifiquement sur deux moments très importants d'un point de vue patrimonial, qui sont les successions, donc l'héritage, et le deuxième moment, c'est les séparations conjugales. L'enjeu de notre livre que nous vous présentons aujourd'hui est d'éclairer un constat contradictoire. En France, le droit de la famille et le droit de la propriété n'a jamais été aussi égalitaire. Les filles et les fils sont égaux devant l'héritage depuis 1804, le Code civil Napoléon. Les époux et les épouses ont les mêmes droits sur le patrimoine depuis 1985. Et les hommes et les femmes ont théoriquement le même accès au système éducatif et au marché du travail. Et pourtant, on assiste depuis la fin du XXe siècle, donc depuis ces 20 dernières années, à une augmentation des inégalités de patrimoine entre les femmes et les hommes. Elles sont passées de 9% en 1998 à 16% en 2015. Ce creusement des inégalités selon le genre accompagne celui qui est plus connu des inégalités entre les familles riches et les familles pauvres. Nos recherches permettent justement de comprendre comment ces inégalités de patrimoine ou de richesse se construisent et se perpétuent aujourd'hui dans la famille. Nous considérons effectivement que la famille est une institution économique dans laquelle la richesse est produite, circule et s'évalue, et que nous étudions donc à ces deux moments que je mentionnais, qui sont les successions et les séparations. Nous montrons comment les arrangements économiques familiaux sont pris dans des stratégies familiales qui visent au maintien et à l'amélioration du statut social de la famille, et en particulier à la conservation et à la transmission de biens structurants du patrimoine familial. Donc en fait, ce qu'on montre, c'est que dans un patrimoine familial, il y a des biens qui sont à la fois symboliquement, mais aussi économiquement plus importants. C'est ce qu'on appelle des biens structurants. Et ce sont en particulier les entreprises, mais aussi les biens immobiliers, notamment les maisons de famille. Or, ce sont les hommes
de la même manière que les hommes en France sont dépositaires aussi du nom de famille. Le nom de famille se transmet par le père, de père en fils. Et les filles portent le nom de leur père. Et les femmes mariées utilisent pour la majorité d'entre elles en France le nom comme nom d'usage, le nom de leur mari. Et donc, ce sont les hommes, de la même façon que se transmet le nom de famille, qui sont les dépositaires privilégiés de ces biens structurants, donc je rappelle, les entreprises et les maisons, les biens immobiliers. Les données statistiques montrent notamment que ce sont les premiers des fils en particulier qui héritent plus fréquemment de ces biens structurants, tandis que leurs sœurs et leurs cadets reçoivent plus souvent des compensations financières et moins souvent des donations, puisque ce qu'on regarde, c'est à la fois les successions au moment de la mort, mais aussi les donations anticipées qui peuvent arriver beaucoup plus tôt. Et le fait de recevoir, bien sûr, une donation anticipée est un avantage économique considérable pour assurer son statut social. Et donc, les fils, et notamment les premiers des fils, reçoivent davantage de donations, donc plus tôt dans la vie. La transmission du patrimoine d'une génération à l'autre repose ainsi sur des inégalités de traitement entre les femmes et les hommes. Comme je vous le disais, notre enquête a aussi porté sur les familles, mais a aussi porté sur les professionnels du droit, notamment en France, les notaires et les avocats et les juges. Et nous montrons que les pratiques de ces professionnels ne remettent pas en cause ces arrangements patrimoniaux inégalitaires, mais contribuent au contraire à les légitimer et à les invisibiliser. Nous montrons comment les notaires accordent une importance très importante à la paix des familles et combien ils ont une conception masculine de ce que c'est qu'un bon héritier, qui rend peu probable la remise en cause des arrangements économiques construits au sein de la parenté. Ces logiques de la pratique aboutissent à la mise en œuvre de comptabilité inversée. Donc en fait, on s'est intéressé dans notre travail à la manière dont les professionnels du droit comptent au moment des successions et au moment des séparations. Et ce que nous montrons, c'est qu'au lieu de commencer par faire l'inventaire des biens qui composent une succession ou bien les biens d'un patrimoine au moment d'un divorce, donc, au lieu de faire l'inventaire, de les évaluer pour ensuite les distribuer à part égale, ce qui semble être la logique du droit, en fait, les notaires partent du consensus familial sur la distribution des biens, c'est-à-dire qui va recevoir les biens structurants et qui ne les recevra pas, et jouent ensuite sur l'évaluation des biens, voire sur l'inventaire de ces biens, pour aboutir à un partage formellement égalitaire du patrimoine. Donc, j'insiste, formellement sur les actes notariés, tout ça a l'air égalitaire, alors que la pratique, c'est d'abord la distribution des biens structurants et combien celui qui les reçoit peut-il compenser pour ceux, et notamment celles, qui ne les reçoivent pas. C'est pour ça qu'on dit que les professionnels du droit, par cette manière de calculer, entérinent les inégalités et les légitiment puisqu'elles deviennent d'un seul coup invisibles. Le souci commun de protéger la richesse familiale du fisc, donc il y a un enjeu fiscal aussi très très important dans ces opérations-là, contribue à l'acceptation par les hommes et les femmes dans les familles de ces comptabilités inversées dont on montre qu'elles ont un effet sexiste. Et je passe la parole. L'institution familiale en France, elle a connu de grands bouleversements depuis les années 60-70. Il y a de moins en moins de couples qui se marient, de plus en plus de couples qui se séparent. Mais ce qu'on montre dans le livre aussi, c'est que ces transformations, donc notamment de l'institution conjugale, n'ont pas remis en cause les mécanismes dont on traite dans l'ouvrage et même au contraire. D'abord, il faut savoir que malgré ces transformations, les femmes continuent d'être spécialisées dans le travail domestique. Si on prend les résultats de l'enquête emploi du temps de l'INSEE notamment, si on regarde les couples avec enfants et qu'on additionne le travail rémunéré et le travail domestique, les femmes travaillent en moyenne 54 heures par semaine et les hommes 51 heures. Donc les femmes travaillent un peu plus. Mais 2/3 de ce travail est du travail gratuit, tandis que pour les hommes, c'est l'inverse. 2/3 de leur travail est rémunéré et seulement 1/3 gratuit, ce qui aboutit aux inégalités dont Céline a parlé, c'est-à-dire qu'au sein du couple, les inégalités de revenus sont en moyenne de 42%,
alors que les inégalités de salaire sont seulement de 9% entre célibataires, entre hommes et femmes célibataires. Or, ce qu'on montre à partir du terrain qu'on a mené auprès des familles, c'est que la fragilité des revenus des femmes qui en découlent, puisqu'elles adaptent leur carrière aux nécessités du travail domestique, cette fragilité de leur carrière fragilise la capacité qu'on leur prête dans leur famille d'origine à être les gardiennes du patrimoine familial. Et les hommes sont d'autant plus avantagés en matière d'héritage, et ces avantages en matière d'héritage renforcent leur position dans le couple, dans les négociations, dans les choix, notamment patrimoniaux, et cette position de pouvoir des hommes dans le couple va à nouveau renforcer, les conforter dans la figure du bon héritier, au détriment de leurs sœurs et de leurs épouses dans la famille. Et ce cercle vicieux, il a été accentué par la montée de ce qu'on appelle l'union libre, la vie en dehors du cadre du mariage, et les séparations conjugales. Parce que les séparations, elles révèlent dans les familles les inégalités de revenus et de patrimoine au sein du couple, elles révèlent la fragilité financière des femmes, et surtout, elles les accentuent. En France, il y a des mécanismes prévus par le droit qui sont censés compenser les effets de la division sexuée du travail au moment des séparations. Mais ce qu'on montre dans le livre, c'est qu'ils sont d'une portée très limitée. D'abord parce qu'il y a un certain nombre de dispositifs qui n'existent que pour les couples mariés. Et comme il y a de moins en moins de couples mariés, en France aujourd'hui, il y a plus de 60% des enfants qui naissent hors mariage, eh bien, ces dispositifs un peu de compensation pour les femmes s'appliquent aujourd'hui à de moins en moins de couples. Ensuite, il y a un dispositif comme celui de la prestation compensatoire, une prestation qui est réservée une fois de plus aux couples mariés. Cette prestation, c'est un capital que le conjoint le plus fortuné, donc généralement l'homme, est censé verser à donc son ex-conjointe le plus souvent, qui a fait des sacrifices de sa carrière pendant la vie conjugale. Mais ce qu'on montre dans le livre, c'est que les avocats et les avocates, les juges qui interviennent dans les divorces, n'envisagent pas la possibilité d'obliger un mari, un père, à vendre son entreprise ou même une maison de famille pour payer cette prestation à son ex-conjointe. Et du coup, ces prestations sont rares, c'est seulement dans 1/5 des divorces, et elles sont d'un niveau relativement faible. Et puis, face aux pères et aux mères de classe populaire qui n'ont pas de patrimoine, aux pères qui ne sont pas du tout en mesure de payer une prestation compensatoire, l'enjeu qui se joue, c'est celui de la pension alimentaire, de la somme que tous les mois, un père doit verser pour contribuer à l'entretien de ses enfants. Eh bien, face aux pères de classe populaire, les juges craignent de les décourager de travailler s'ils fixent une pension alimentaire trop élevée, tandis qu'ils considèrent au contraire comme évident que la mère, elle, pourra adapter sa carrière professionnelle pour s'occuper des enfants. Donc, au final, ce qu'on montre dans le livre, c'est comment l'institution judiciaire et l'État social placent en France les femmes en position de demandeuses. Ce sont elles qui, le plus souvent, assument la prise en charge quotidienne des enfants. Et cette disponibilité semble évidente leur disponibilité semble évidente pour les juges, comme pour les ex-conjoints eux-mêmes d'ailleurs, mais ça n'est jamais considéré comme un service rendu, un vrai travail effectué aussi au bénéfice du père. Et ce sont elles qui, parce qu'elles ont la garde des enfants, se retrouvent à devoir déposer une requête au tribunal, demander une pension alimentaire, essayer d'obtenir une prestation compensatoire. Au tribunal, les hommes se trouvent en position de faire une offre, de faire un geste, donc en position de donateur en fait. Et quand un homme est déclaré impécunieux dans notre système français, c'est-à-dire que le juge considère qu'il n'a pas de quoi payer une pension alimentaire, eh bien ce n'est pas à lui de demander à l'État une allocation qui lui permettrait de contribuer à l'entretien de ses enfants, mais c'est bien à la mère, en plus de la prise en charge des enfants, du fait qu'on sait que dans les classes populaires, ce sont les femmes qui ont à gérer des budgets très serrés pour prendre en charge les enfants, c'est à la mère de demander l'allocation qui remplacera la pension alimentaire que le père ne peut pas payer. Et ajoutons à ça que cette allocation, elle lui est retirée si elle se remet en couple. C'est-à-dire si elle se remet en couple avec un nouveau conjoint, elle est censée demander de l'aide à ce nouveau conjoint pour loger, nourrir et habiller ses enfants. Donc au final, nous montrons que ce système judiciaire, social et fiscal entretient la dépendance financière des femmes
qui contribuent pourtant au moins autant que les hommes à la production nationale si on tient compte de la production domestique. Et c'est ce qui nous conduit à écrire que tandis que les femmes travaillent, les hommes accumulent et que le souci de la transmission de la richesse dans les familles qui la détiennent correspond aussi à une inégalité entre les hommes et les femmes, et que finalement les inégalités de classe vont de pair et s'articulent aux inégalités de genre. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. C'était une présentation très, très intéressante et c'est un thème qui nous intéresse énormément et je pense que nous aurons beaucoup à discuter avec vos collègues coréens. Mais je vous présente d'aller tout de suite à la deuxième présentation avec Madame Bae Jin-young. 네, 제가 말씀드릴 부분은 한국의 자본과 Oui, donc je voudrais vous parler donc, des inégalités de genre et le capital en Corée et comment le capital et les inégalités de genre sont interconnectés. Comme vous savez très bien, le fossé salarial entre hommes et femmes en Corée se place en premier de l'OCDE. En fait, nous n'avons jamais loupé donc, cette première place. Et donc, en fait, il y a plusieurs raisons qui créent ce fossé salarial hommes et femmes. Et en Corée du Sud, ces inégalités salariales ont été utilisées pour l'accumulation de richesses. De 1975 à 1995, le pourcentage de la main-d'œuvre féminine a évolué de 35,3% à 40,5%. Donc, en fait, c'est l'évolution de la part des femmes dans la main-d'œuvre totale. Et l'évolution du taux de participation des femmes de la main-d'œuvre manufacturière de 34,2 à 40%, et la participation des femmes dans les industries exportatrices est supérieure à 50 à 60%. Et comme vous pouvez voir les écarts de salaire et de niveau d'éducation hommes et femmes en Asie, la Corée est la plus élevée et le niveau d'instruction est le plus élevé en Corée, mais les écarts de salaire est aussi le plus accentué en Corée du Sud. En fait, c'est un effet un macro de la discrimination sexuelle. Nous avons plaqué les femmes dans les industries d'exportation à forte intensité de main-d'œuvre, et ce qui a fait baisser les salaires des femmes par rapport à ceux des hommes, et aussi lié à ce qui est lié à la baisse du prix unitaire. Et donc, les inégalités salariales hommes-femmes ont promu la croissance et les investissements et la croissance fulgurante dont on se vante. Et aussi, nous avons la ségrégation professionnelle en fonction de secteurs et de postes. Et comme les femmes sont cantonnées dans les industries d'exportation, il n'y a pas ils ont des limites pour se progresser dans d'autres postes, dans d'autres fonctions. Et c'est cela qu'on consolide la ségrégation professionnelle dans les différentes industries. Et donc, ce qui entrave le libre choix de profession des femmes, ce qui est lié également à la sous-évaluation du travail des femmes.
Et cette différence, ce choix différent que les femmes ne pouvaient pas choisir, joue comme un mécanisme qui justifie le fossé salarial entre femmes et hommes. Et nous avons aussi un autre facteur qui est la féminisation des CDD, des emplois précaires. Depuis la crise financière de 1997, les CDD ont grandement augmenté. Et dans ce cas-là, avant la crise financière, les femmes travaillaient en CDI et avec la crise, les femmes sont toutes licenciées et plusieurs années après, elles reviennent en CDD avec la moitié du salaire. Et donc, la flexibilité du marché du travail qui a été demandée par le FMI a augmenté considérablement les CDD. Donc, ce sont les femmes qui sont d'abord passées en CDD et la moitié des salariés féminins travaillent en CDD. Et là, nous pouvons voir l'évolution des CDD selon le genre. En haut, c'est les hommes et en bas, c'est en haut, c'est les femmes et en bas, c'est les hommes. Et actuellement, nous avons environ 50%, 50% des femmes qui travaillent en CDD. Et voilà les témoignages des femmes. Et nous n'avons pas de soutien pour les métiers à prédominance féminine. Et la plupart des salariés sont contractuels ou des CDD. Et nous sommes tous des contractuels, mais il n'y a que des hommes qui sont passés en CDI et les femmes sont toujours en CDD. Et ce genre de forme d'emploi apporte un écart considérable de salaire mensuel moyen. Et là, ce sont le graphique qui montre donc les différences de salaire entre les hommes et les femmes. Donc, nous avons 3,73 millions pour les CDI hommes. Et vous pouvez voir à côté les CDD hommes et les CDI femmes et les CDD hommes. Et le salaire minimum mensuel est 1,74 millions de won. 14 millions de won. Et là, la réalité est vraiment très grave. Et les femmes n'ont guère travaillé durement. Elles sont toujours appauvries. Nous avons 37,1% d'écart donc, entre le salaire des CDI hommes et les CDD femmes. Et nous avons aussi le problème de prise de soins, le travail de care, une responsabilité majoritairement pour les femmes. Nous avons le nombre d'heures de travail domestique en 2019. Le temps domestique quotidien moyen pour les hommes, c'était de 54 minutes et pour les femmes, 3 heures 7 minutes. Et en fait, c'est surtout dans les couples à deux revenus. Et en moyenne, les hommes, pour les ménages à salaire unique et quand c'est la femme qui travaille, les hommes se chargent des tâches domestiques que pendant 1h59 et pour les femmes, 2h36 minutes. Et pour la prise de soins pendant la crise de COVID, 13,8% ont dit que les heures de prise de soins ont augmenté de plus de 6 heures. Et certains disent 30,7% des femmes répondent que les maris partagent les travails de prise de soins, mais dans la quantité totale, ce n'est qu'à 14% que les maris partagent le travail de soins. Et pour débarrasser les salles ou ranger les salles, c'est toujours les
employés féminins qui doivent le faire. Et elles doivent préparer les salles pour les réunions, etc. Et quand on fait un dîner d'entreprise et les hommes espèrent que les femmes mettent les couverts, etc. Et il y a des visiteurs, des clients qui viennent dans les bureaux avec des fruits. On a envie on a envie de les jeter parce que tout le monde nous regarde pour les peler. Et en fait, il y a un problème qui est l'idéologie consolidée, l'homme, le soutien des familles. C'est toujours l'homme qui est considéré comme le gagne-pain de la famille. Et en fait, dans les films, il y a des sous-titres. Par exemple, le protagoniste dit le mari, mais en fait, dans le sous-titre en coréen, c'est toujours traduit comme un chef de famille. Et en fait, c'est l'idéologie qui est ancrée dans la société coréenne et on peut le constater par ces différents cas. Pour chaque crise financière ou alors pour chaque crise sociétale, ce sont toujours les femmes qui sont chassées et qui se font écarter. Lors de la crise de 1997, c'était les femmes qui ont été d'abord licenciées et les départements à prédominance féminine ont été supprimés, etc. Il y a toujours l'idéologie qui est ancrée dans la société, c'est l'homme, le soutien de la famille. Mais les femmes, même si elles sont licenciées, vous n'avez qu'à retourner dans la famille, dans votre famille. Et on dit, ouais, en fait, le salaire, c'est pas mal pour une femme. Alors, vous pouvez, c'est un job alimentaire. Ton mari, il gagne un salaire aussi. Et dans ce genre de commentaires existe toujours. Et comme pour le salaire et pour la promotion, c'est toujours les hommes qui sont venus en premier parce que ce sont les chefs de famille. Moi, je voudrais le poser comme ça. Et cette idéologie, l'homme, le pourvoyeur de la femme, c'est une stratégie de domination des femmes dans le capital coréen. Et il y a donc le côté de la féminisation des CDD et aussi lors de recrutement aussi, il y a des discriminations sexuelles. Nous avons le plafond de verre. En fait, toi, tu n'es pas le chef de famille, donc c'est ton collègue masculin qui doit passer en premier pour la promotion. Et donc, avec ce genre d'argument, il justifie le travail des femmes et le passage en CDD des femmes. Et comme les femmes ne sont pas le chef de famille, le travail de prise de soins sont la responsabilité des femmes. Et donc, dans cette structure, nous nous sommes accommodés de ces arguments et nous devons satisfaire les différentes exigences émotionnelles et aussi les exigences de l'apparence physique, etc. Et en fait, nous avons mené une action qui est la grève féminine, donc pour lutter contre l'écart des salaires, l'écart de salaire entre hommes et femmes. Donc, nous sommes en train de collecter les idées et les voix des femmes sur les post-it. Nous avons des arguments ou des idées vraiment très réalistes et très pratiques de la part des employés féminins. Je voudrais les partager. Ils ont licencié les employés femmes parce que la situation était difficile, mais ils disent en fait que l'ambiance n'est pas très bonne comme on n'a pas d'employés féminins et ils recrutent les employés féminins juste pour cet objectif. Je voudrais terminer ainsi ma présentation. Merci.
Oui, merci beaucoup, Madame Beijingyang. Voilà, nous avons eu deux présentations. Présentation sur le capital et le genre et sur les inégalités économiques en Corée. Donc, voilà, ce sont des points qui sont très importants et on peut voir l'inégalité du patrimoine, l'inégalité du capital, l'inégalité des avoirs. Et donc, il faut parler de tout ceci car c'est entremêlé avec la question des inégalités de classe et les inégalités de genre. Et Madame P a dit que dans l'accumulation du patrimoine, il y a des différences et des inégalités entre l'homme et la femme. Et les hommes veulent vraiment tirer profit de ce système qui fait que les femmes sont de plus en plus poussées vers des contrats plus précaires. Voilà, nous avons eu deux présentations et tout d'abord, nous allons écouter le commentaire de Madame Lee Ju-hee. Madame Lee Ju-hee. Oui, merci beaucoup. Je veux remercier de nous avoir donné cette occasion d'avoir ces présentations qui ont été très, très instructives. Donc, je remercie l'ambassade de France. La COVID-19 est en train de pousser les personnes vers la maison et nous voyons vraiment un changement de la donne. Et la présentation de Madame Céline Bessière et de Sybille Golac a montré donc comment le patrimoine circule de manière inégalitaire. Et concernant la présentation de Madame Beijingyang, on voit comment tout le système pousse les femmes à un statut précaire. Je pense qu'il y a deux présentations qui sont différentes et je pense que c'est dû à la différence culturelle entre la France et la Corée. Même si en France, vous dites qu'il y a des inégalités du genre, mais vu de la Corée, c'est un pays qui est beaucoup plus, où les droits des femmes sont beaucoup plus respectés et le droit du travail est respecté. Mais pour la Corée, en fait, nous avons connu des situations qui font que les inégalités de la richesse s'aggravent encore plus. En fait, quand j'avais lu le texte, par rapport au texte que j'ai lu en anglais, la présentation que vous nous avez donnée a été beaucoup plus, ça m'a beaucoup plus marqué et j'ai mieux compris. La première question, c'est concernant la succession de l'héritage. Vous avez dit que les biens structurants, par exemple l'entreprise, on le fait passer au premier fils et ce qui fait que la fille, elle ne reçoit rien, elle reçoit seulement une partie compensatoire. Alors, en ce qui concerne la Corée, en fait, nous avons des gébols, des énormes entreprises qui monopolisent le capital, ce qui fait que je pense que seule une petite minorité a un patrimoine qu'on peut léguer entre les familles. Et moi, j'aimerais savoir si en France, cette succession de l'héritage, est-ce qu'il y a beaucoup de familles qui peuvent vraiment léguer un grand patrimoine et qui va creuser cette inégalité? Combien de pourcentage, à votre avis, représentent justement ces familles qui peuvent léguer de grands biens structurants? Ensuite, concernant le divorce et le démantèlement de la famille, avec la présentation, je me suis rendu compte que par rapport aux femmes célibataires, quand on devient couple, dans ce cas-là, on a moins de chances d'accumuler le patrimoine et quand on est séparé, dans ce cas-là, on est encore plus pénalisé. Alors, je ne sais pas quelle est la situation en France, mais dans la plupart des pays avancés, je dirais, et contre toute attente des personnes qui ont un revenu aisé, qui ont un grand patrimoine, et on dit qu'en fait le taux de divorce est plus rare par rapport aux familles plus modestes qui divorcent beaucoup plus facilement. Alors, est-ce que vous aussi, vous avez ce genre de différence ou alors s'il n'y a pas de différence, Max Anderson, sociologue de l'Europe du Nord, dit que
les foyers aisés sont beaucoup plus stables. Et donc, est-ce que le variable de la classe va intervenir dans la famille pour provoquer un changement en ce qui concerne l'accumulation du patrimoine? Est-ce que des familles qui ont quelque chose à léguer, des familles de revenus élevés, sont seules concernées par ce que vous venez de dire? C'était ma question. Ensuite, un ou deux commentaires que j'aimerais vous faire. Moi, évidemment, dans la famille, je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que les inégalités se reproduisent dans la famille, surtout dans les familles populaires de revenus moindres, car les femmes ne peuvent pas accumuler de richesses. Et dans le milieu boursier de Wall Street, les politiques qu'elles ont mises en place vont affecter les familles des classes défavorisées parce que quand ils accordent des prêts, dans ce cas-là, ils vont faire pression sur les pays, ce qui fait qu'ils effacent des débouchés pour ces femmes qui sont, elles, obligées de travailler pour joindre les deux bouts. Et donc, je pense qu'au niveau de macroéconomique, il faut également aussi réfléchir justement à ce point, sur ce point-là, le rôle de Wall Street. Et ensuite, la proposition que j'aimerais vous faire pour réduire ces inégalités de patrimoine. En Corée, justement, c'est l'écart des salaires qui va entraîner ces inégalités du patrimoine. Donc, je pense que nous devons activement jouer un rôle pour réduire cet écart. Il faut aussi pouvoir donc faire en sorte de préciser l'importance du care. Et ensuite, on parle beaucoup du revenu universel, du revenu de base, et j'aimerais savoir ce que vous en pensez, vous. Pour les populations défavorisées, je pense que le revenu de base est un point très important. J'aimerais savoir si en France aussi, dans le milieu de la sociologie, vous en parlez. Et ensuite, j'aimerais vous parler également des investissements comme actes de placement collectif. Nous avons eu un mode de développement qui était très autoritaire et nous avons juste eu des investissements de capitaux de très court terme qui investissent et ensuite qui veulent trouver des rendements, et nous n'avons pas de capitaux sociaux qui vont investir dans des entreprises féminines plus respectueuses de l'environnement. Bien, ce serait bien qu'on ait ce genre de capitaux sociaux comme Québec, mais en tout cas, nous n'avons pas, et nous aimerions avoir ce genre de capitaux sociaux qui vont investir dans des entreprises qui sont beaucoup plus respectueuses des droits des femmes, respectueuses de l'environnement. Donc voilà, j'aimerais qu'on ait un plus grand volume de fonds qui sont beaucoup plus responsables des investissements, qui sont beaucoup plus respectueux et qui vont pouvoir justement mettre en lumière toutes ces inégalités et œuvrer pour que ces inégalités dans les familles puissent être réduites. Voilà, je vous ai fait un rapide commentaire. Merci beaucoup. 논평은 없으신가요? 우리가 의견이 거의 같을 것 같아서. Vous n'avez pas eu de commentaires pour Madame B. En fait, je pense que nous sommes plus ou moins d'accord sur plusieurs plans. Oui, donc, est-ce que parmi les panélistes françaises, vous voulez répondre à des questions? Vous avez des questions? Oui. Madame. Alors, on a peut-être que nous, on peut poser des questions à Madame B, parce que c'était aussi très intéressant le croisement entre les deux présentations.
Alors, en fait, moi, en entendant Madame B, je comprends que... et puis ensuite, bien sûr, on répondra aux questions de Madame Lee, qui étaient très, très intéressantes aussi. En fait, dans la présentation de Madame B, qui sont centrées sur les inégalités de salaire et la question du travail domestique, en fait, je comprends que vu de la Corée, la France a l'air d'être un pays plus égalitaire. Mais les thèmes qui ont été abordés par Madame B dans sa présentation résonnent aussi beaucoup avec la France. Moi, j'étais très intéressée quand elle a dit que les femmes avaient été cantonnées aux industries d'exportation et que c'est pour ça qu'elles étaient mal payées. Le rôle du FMI, en fait, et le rôle des politiques mondiales, internationales qui poussent à développer ces industries d'exportation et ces CDD mal payés qui sont occupés par des femmes et qui produisent de l'inégalité entre les hommes et les femmes. Ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Alors, c'est vrai qu'en France, la difficulté qu'on a, et hier encore, on a fait une conférence face à des étudiants dans une école d'ingénieurs à Paris. Et dans cette école, en fait, les jeunes gens qui ont 20 ans, ils ont l'impression que l'égalité, pour eux, c'est bon parce que il y a l'écart d'instruction que vous notez en Corée. En France, les filles, elles sont plus diplômées que les garçons. Et les jeunes gens ont l'impression que finalement, la question des écarts de salaire, ça va se résoudre. Alors en fait, quand on creuse, ça se résout très lentement et pas tant que ça, malgré beaucoup de lois pour l'égalité salariale. Et ce que vous dites sur le fait que c'est lié au fait que les hommes et les femmes ne sont pas dans les mêmes secteurs d'activité, c'est vrai en France aussi. Les hommes et les femmes ne sont pas dans les mêmes secteurs d'activité et les femmes sont dans les secteurs d'activité du care, tout ce qui est le soin à la personne, les infirmières, les aides-soignantes, le personnel soignant, et on s'en est beaucoup rendu compte pendant le Covid et à majorité féminine. Tous les emplois dans l'éducation, les emplois pour s'occuper des personnes âgées sont très massivement des emplois féminins et qui sont des secteurs moins bien rémunérés que les secteurs masculins qui sont en France les secteurs davantage industriels. Ça c'est assez intéressant. Ce n'est pas les mêmes secteurs, mais par contre, l'écart entre les hommes et les femmes, il est présent. Tout ce que vous avez dit sur le plafond de verre, les différences de carrière, c'est aussi présent en France en réalité, même si c'est dans des proportions moindres. Ce que vous avez dit sur le travail domestique, même constat en France. Il y a toujours une très forte inégalité de la prise en charge du travail domestique. Mais ce qui est paradoxal en France, c'est qu'on a l'impression que tout ça, ça va se résoudre tout seul, sans rien faire, qu'on est sur une espèce de voie de l'égalité. Et en fait, notre travail, c'est de montrer que non, qu'il y a des inégalités en fait très cachées qui sont dans la sphère familiale. Et c'est pour ça qu'on a eu cette phrase un petit peu malheureuse qu'avait notée Madame Lee de dire « ça ne se joue pas à Wall Street ». Mais vous avez raison, ça se joue aussi à Wall Street. Mais enfin, ça se joue aussi dans l'intimité des familles. Et c'est ça qu'on voulait souligner dans notre livre. Peut-être je vais laisser Sybille répondre à la suite des questions parce qu'il y en avait beaucoup. Oui, sur la question de est-ce qu'il y a beaucoup de familles qui ont de grands patrimoines? Alors, de grands patrimoines, non, évidemment, c'est réservé à l'élite. Et ce que montrent des travaux comme ceux de Thomas Piketty, c'est que les écarts se creusent, le patrimoine se concentre en France en ce moment. Mais en France, on est quand même dans une société dans laquelle, par exemple, 60% des ménages sont propriétaires de leur logement. Et le prix de l'immobilier a beaucoup augmenté, mais pas de la même façon selon les régions, ce qui a aussi augmenté les inégalités. Mais du coup, c'est de plus en plus important dans les familles en France de pouvoir transmettre quelque chose à ses enfants pour qu'ils deviennent à leur tour propriétaires. Et donc, vous avez un petit pourcentage de la population qui a un patrimoine important et diversifié, donc qui possède à la fois des biens immobiliers, des parts d'entreprise. Vous avez 50% voilà, qui vont être propriétaires avant tout de leur logement, et éventuellement d'un peu d'épargne, et puis les 40% qui restent, qui ont leur voiture, un compte en banque, et effectivement pas grand-chose à transmettre. Mais du coup, en fait, dans la façon dont l'argent circule dans la famille, ce souci de transmettre quelque chose, la volonté d'essayer de devenir propriétaire, y compris dans la classe ouvrière,
Ça a des effets très forts, c'est ça qu'on essaye de montrer dans le livre, qui jouent différemment selon les classes sociales, mais qui jouent dans ces différents, malgré tout, dans ces différents groupes sociaux, notamment, en fait, voilà, on est dans une société qui était une société paysanne, où ce qui comptait, c'était la transmission de la terre. On est passé par une phase d'une société salariée, où c'est le diplôme qui était très important. Et ce que montre notamment le travail de Thomas Piketty, c'est qu'on revient dans une société où le patrimoine, le fait d'être propriétaire d'un logement et puis, en fait, ceux qui ont vraiment le pouvoir et qui sont dans les positions les plus élevées sont ceux qui héritent d'un gros patrimoine. Mais ça devient de plus en plus important dans notre société. Et ce qui fait que voilà, ces inégalités entre femmes et hommes, elles jouent dans les différentes classes sociales, même si c'est de façon forcément très différente. Sur le taux de divorce, alors non, en France, on n'a pas un taux de divorce plus élevé dans les milieux les plus modestes. Les couples se séparent dans toutes les catégories sociales. Et même, en fait, on constate que notamment les femmes qui sont actives se séparent davantage que celles qui sont inactives. Forcément, puisque, et c'est là qu'on voit l'importance aussi quand même de pouvoir accéder au travail salarié, ça permet de partir si on veut partir. Et ensuite, vous expliquez qu'en Corée, voilà, on misait beaucoup sur la réduction des inégalités de salaire pour réduire les inégalités de patrimoine. Et ben, ce qu'on constate en France, ce dont on part, avec Céline, on part du constat que aujourd'hui en France, les femmes, elles ont vraiment accès à l'université, au diplôme, elles sont plus diplômées que les hommes, y compris dans les couples. Hein. Bon, mais elles ont quand même des revenus inférieurs. Mais ces inégalités de salaire, alors elles se réduisent lentement, mais quand même elles se réduisent. Il y a effectivement un droit du travail alors qui est loin de protéger parfaitement. C'est comme ce qu'on raconte sur le droit de succession, sur le droit du mariage. Il a beau être égalitaire, pardon, il y a des inégalités. Mais malgré tout, ces inégalités de revenus, elles sont plutôt en baisse. Par contre, les inégalités de patrimoine, elles sont en augmentation et pas en petite augmentation. Elles étaient de 9% en 1998, elles sont de 16% en 2015. Elles ont presque doublé en moins de 20 ans. Et c'est là qu'on essaye de montrer en quoi ce qui se passe dans la famille, ça permet un peu de comprendre que en fait, l'augmentation des inégalités de patrimoine entre classes sociales, eh bien, comme les mécanismes de transmission du patrimoine, ils sont articulés à des inégalités de genre, eh bien, il y a une répercussion. Voilà, une société de plus en plus inégalitaire avec des riches de plus en plus riches et des pauvres de plus en plus pauvres, c'est une société aussi dans laquelle les inégalités entre femmes et hommes augmentent. 굉장히 어떤 면에서 이야기할 거리가 굉장히 많아요. C'est un enjeu vraiment qui donne beaucoup d'éléments à réfléchir. En lisant l'étude des deux panélistes français, actuellement, à l'ère de néolibéralisme, l'écart de salariés et nous avons aussi des problèmes des inégalités et les arrangements, les réarrangements du patrimoine sont des enjeux vraiment très considérables en France. Et ça m'a marqué parce qu'en Corée aussi, des plus jeunes aux plus âgés, on est tous d'accord qu'on n'arrive pas à rattraper la richesse simplement par le salaire, par la rémunération par le travail. Donc, en Corée, beaucoup de femmes font des placements en actions et placements immobiliers et ne se marient pas. Et moi, je voudrais vous poser comme question. En Corée du Sud, on connaît aussi le Pax de la France, ce qui a renforcé l'accès des femmes et des enfants aux ressources publiques sans se recourir au système matrimonial. Et les femmes doivent être mariées pour avoir plus accès au patrimoine.
Et est-ce que le PACS a vraiment, si le PACS permet que l'accès aux ressources publiques des femmes et des enfants, ce serait bien sûr bénéfique. Et dans cette société où le travail ne peut pas rattraper l'accumulation du patrimoine, la liberté et l'indépendance des femmes ne seraient pas un enjeu. En Corée du Sud, les femmes de vingtaine, trentaine d'années peuvent se marier et elles s'intéressent plutôt à l'indépendance économique à travers des placements à des bourses, par exemple. Alors, en France, quelle est la notion perçue par les jeunes et par les femmes de cette richesse et de ce patrimoine? Est-ce qu'il y a une nouvelle génération qui s'intéresse à l'accroissement du patrimoine, à l'accumulation de la richesse? Alors, donc, en Corée, comme la situation est telle qu'elle, on ne peut plus survivre en Corée, on doit trouver autre chose. Est-ce que vous pouvez un petit peu partager la situation en France? Alors, peut-être pour essayer de vous répondre, on n'est pas sûr d'avoir tout à fait tout compris autour de cette histoire de Pâques. C'est peut-être aussi compliqué dans la traduction, mais sur la question de l'indépendance économique, ce qu'on voit aussi, c'est que donc, aujourd'hui, en France, on considère qu'une femme doit être autonome économiquement, financièrement. On considère aussi que l'accès des femmes au marché du travail, ça leur a donné cette autonomie. Et c'est souvent avec cette idée en tête que les jeunes couples ne se marient pas, ou s'ils se marient, font ce qu'on appelle un contrat de mariage en séparation de biens. Chacun possède son patrimoine. Mais ce qu'on montre, c'est qu'en réalité, comme la division du travail domestique, notamment la prise en charge des enfants, n'a pas beaucoup changé, c'est toujours les femmes qui s'en occupent en premier, eh bien, elles continuent à faire des sacrifices du point de vue de leur carrière professionnelle. Elles gagnent moins d'argent que leurs conjoints, mais parfois elles participent autant, notamment parce qu'elles veulent se sentir indépendantes, donc elles participent autant pour payer le logement, les courses, etc. Et du coup, leur conjoint épargne, investit, et puis elles ont une épargne beaucoup plus réduite. Et du coup, finalement, la norme de l'indépendance économique, elle finit par jouer en leur défaveur, parce que dans des couples qui, plus traditionnellement, se marient, donc en France, le régime légal, c'est la communauté de biens. Donc quand on se marie, à partir du moment où on est marié, tout ce qu'on épargne pendant le mariage, ça appartient moitié-moitié. Donc finalement, les femmes qui se sont mariées dans le cadre de ce mariage classique, elles s'en sortent mieux au moment des divorces que celles qui ne se sont pas mariées. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que pendant longtemps, ce mariage, il a été perçu comme une institution patriarcale, ce qui reste en partie parce que jusqu'en 1985, enfin jusqu'en 1965 surtout, la femme n'avait aucun droit sur les biens communs, sur les biens du couple. Et c'est pour ça que par rapport à ce système, ne pas se marier ou se marier en séparation de biens, les femmes avaient une maîtrise meilleure de leurs biens. Mais depuis 1985, dans le mariage, les droits sont égaux. Mais par contre, quand on ne se marie pas, il n'y a pas de partage de la richesse qui est accumulée par le couple pendant la vie de couple. Donc voilà, c'est une situation un peu contradictoire où la norme de l'indépendance des femmes, elle est très forte, mais parfois, elle joue en leur défaveur parce qu'elles continuent à gagner moins, mais comme elles ont l'injonction de participer autant, et finalement, elles épargnent moins que leurs conjoints. Et finalement, un des nœuds, ça apparaît vraiment comme la question du partage du travail domestique dans le couple, du partage du coût de la prise en charge des enfants dans les carrières professionnelles. Après, nous, on a aussi été en contact avec des femmes entrepreneuses qui précisément veulent encourager les autres femmes à investir dans l'immobilier, à faire des placements et à s'intéresser à ces questions de patrimoine. Parce que aussi, ce qu'on voit en France, c'est que plus on monte
parmi les ménages les plus riches, moins les femmes sont au courant du patrimoine. Plus elles sont tenues à l'écart des questions de patrimoine, de placement. Et ça aussi, ça accentue les inégalités au moment des séparations, des héritages. 배신경 스님, Oui, Madame B. Un dernier mot, puisque nous arrivons vers la fin de notre webinaire. Donc, juste un petit commentaire, si vous avez un petit commentaire. Oui, merci beaucoup. Et en écoutant vos présentations, moi, j'ai eu une question. Donc, juste quand, Madame Céline, quand vous avez dit que les inégalités entre les hommes et les femmes, et en fait, ça va se résorber si les femmes vont avoir beaucoup plus de diplômes, c'est ça, si j'ai bien compris. Mais en fait, quand on regarde la Corée, en fait, les filles accèdent, 70% accèdent aux universités, tandis que pour les hommes, cette part est moindre. Mais une fois quand on arrive au marché du travail, à chaque fois, les femmes sont plus pénalisées. Et alors, est-ce que je ne sais pas si c'est ce que vous avez dit. C'est ça que j'ai dit, c'est qu'en France, l'inégalité des diplômes, elle s'est vraiment résorbée et même inversée. Les filles font plus d'études et réussissent mieux leurs études, y compris à un niveau supérieur, que les garçons. Mais c'est au moment de l'arrivée sur le marché du travail et avec les enjeux familiaux et notamment la naissance des enfants, que là, ça ne se traduit pas par une égalité salariale ou même des femmes qui seraient mieux payées que les hommes, alors même qu'elles sont au départ plus qualifiées. Oui, et ce qu'on sait, c'est qu'il y a à la fois ce qui se joue dans la famille et aussi sur le marché du travail, elles sont aussi discriminées et elles vont aussi vers des filières d'études qui sont moins rentables. Mais ça se joue aussi dans la famille où les parents, par exemple, orientent plus les garçons vers les filières scientifiques et les filles vers les filières littéraires, par exemple. Oui, Madame B, je pense il y a eu un petit malentendu dans ce que vous avez compris. En fait, ce qu'a dit Madame Céline a dit que les filles travaillent plus, mais en fait, quand on arrive au travail, c'était un peu différent. C'est ce qu'elle avait dit. Oui, en tout cas, si je reviens à mon commentaire, en Corée, nous avons vraiment une flambée de l'immobilier, ce qui représente une grande part dans le patrimoine. Mais quand on voit le patrimoine que nous avons actuellement, comment nous avons pu accéder à ce patrimoine, je pense qu'il faut aussi réfléchir à tout ce parcours. Merci beaucoup. Oui, Madame Lee. Un petit mot. Alors, une histoire intéressante concernant la Corée. Le taux de fécondité en Corée, c'est même pas 1, c'est moins de 1. Donc, voilà, il y a beaucoup de familles qui ont moins de 1 enfant. Donc, concernant la succession de l'héritage, peu de risques pour des conflits puisqu'ils n'auront pas de frères et de sœurs. Et je pense que là, ça va être différent en fonction des classes sociales parce que oui, mais en fait, de toute façon, le taux de fécondité, c'est moins 1. Oui, nous avons beaucoup à échanger. Nous avons beaucoup de questions qu'on aimerait poser. Malheureusement, il est 6h35. Et je pense qu'il faut qu'on respecte le temps. J'espère vraiment que nous aurons encore une fois l'occasion de nous revoir et de pouvoir échanger. Et je vous propose sur ce de clore notre session de débat. Je sais que nous n'avons pas épuisé toutes nos questions. Je sais qu'on n'a pas pu tout échanger, mais vraiment, le moment est venu de clore. Je vais demander à l'ambassade de réorganiser encore une fois ce genre de débat et nous allons clore aujourd'hui la session. Vous êtes d'accord? Merci.
Encore une fois, merci beaucoup. C'était une histoire très, très passionnante. Je vous remercie, Madame Béjingan, Madame Sybille Golag, Madame Céline Bessière, Madame Lijui. Merci beaucoup. Merci.